Bon, merci encore une fois au Centre Le Courbe et à l'Institut national des jeunes sourds de Paris de nous avoir fait ce beau spectacle de danse inclusive. Nous, on a ressenti, j'imagine que vous avez ressenti aussi de la joie. Voilà, en tout cas, pour ma part, j'ai ressenti de la joie et je pense que c'est un bon point de départ pour un travail de concertation, de charte, de mise en œuvre qui doit se faire sur le terrain. Voilà. Alors maintenant, je vous encourage à rejoindre vos places parce que nous allons avoir la chance d'écouter Pascal Jacob, qui a participé à ce travail de charte dès le début, qui a même fait partie des initiateurs, si ce n'est l'initiateur, avec son association En Didactique. Et puis Pierre Denisio, conseiller régional de la région Île-de-France. Mais d'abord, je laisse la parole à Pascal Jacob. Aujourd'hui, je suis très ému, très ému, parce que je me rappelle, il y a presque 5 ans, avec Yves, où j'ai amené Sébastien, nous étions dans ton bureau et on s'est dit, il faut qu'on bosse parce que comment on va accueillir les personnes vivant avec un handicap aux Jeux Olympiques. Et ça, il fallait que ça soit dit, il fallait qu'on travaille ensemble. Yves, tu as été absolument remarquable, mais je voudrais d'abord lancer un bravo et je vous demande de l'applaudir d'une manière fantastique, c'est Sébastien. Vraiment. Vraiment, Sébastien, en plus d'être un ami, avec lui, on ne savait pas que c'était impossible. Alors on l'a fait. Et il l'a fait. Il a conjugué les efforts des uns et des autres. Il a écouté. Et avec sa merveilleuse philosophie, il nous a mis d'accord sur l'essentiel. Nous avons eu beaucoup de réunions, beaucoup de débats. Et nombreux sont les gens qui ne sont pas là parce que l'horaire ne l'a pas permis. Mais je voudrais dire merci Sébastien, tu as réussi. Mais attention, attention. Attention Sébastien. C'est le point de départ. Nous ne sommes pas arrivés. Moi, j'ai une toute petite expérience d'une charte qui est née en 2014 et qui, aujourd'hui, est dans 20 pays. C'est la charte Romain Jacob. Parce qu'elle a été faite par et pour les personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, le sport est le gagnant. Aujourd'hui, je voudrais dire merci aussi à tous les copains. Je ne pourrais pas tous les dire, mais il y en a qui m'ont marqué. Jean-Pierre Garel, il est là. Je voudrais dire merci à Jean-Pierre Lepoix, à Colline Lebloc qui n'est pas là, à Frédéric Flachner qui nous a suivis et était, je voudrais dire, à Karine Berkova qui était là aux réunions et qui nous a accueillis dans les locaux à Charles Rosoy qui est au ministère aujourd'hui, à Emmanuel Hirsch, à Juliette Pinon. Elle est là encore. Elle est... Salut. Ouais. Et à Cédric Arcos, qui a été un pilote. Vous savez, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le sport, c'est la première valorisation de la personne vivant avec un handicap. Parce qu'on ne peut pas faire à sa place. La personne vivant avec un handicap qui se laisse faire et qui laisse faire par les autres n'est pas valorisée. Mais celle qui va chercher la plus petite autonomie soit-elle pour être un acteur, et vous avez vu ce spectacle merveilleux
cette petite fille qui a dansé au départ était une actrice merveilleuse. Elle nous a montré qu'elle savait, elle a eu une relation avec vous, elle vous a donné quelque chose. Personne ne pouvait le faire à sa place. La personne vivant avec un handicap est le premier expert de son handicap. Mais il est le seul à avoir l'expérience de vivre avec. Alors il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on travaille ensemble. Le sport, c'est un outil pour la santé. Et je sais de quoi je parle. Le sport, c'est pas seulement exister, mais c'est vivre. C'est vivre en étant soi-même dans la vraie vie. Le sport, c'est le gain de l'autonomie. Aussi petite soit-elle, aussi forte soit-elle. Le sport, c'est ce qui permet d'accueillir. Mais c'est ce qui est en train de devenir important parce que la personne demande d'être accompagnée pour le faire. Accompagner, c'est pas faire à la place. Accompagner, c'est permettre de faire faire. Aujourd'hui, le sport, c'est le partage. Aujourd'hui, le sport, c'est ensemble. Moi, je ne suis qu'un simple père d'enfants vivant avec un handicap. Romain, que vous connaissez peut-être, Clément, qui sont infirmes moteurs cérébrales et autistes. Je voudrais vous dire que ce matin, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Je me rappelle, avec Romain, dans une chorale de gens qui ne parlaient pas, mais qui savaient faire des sons à certains moments au Châtelet. Nous avons fait un concert. Toute la salle s'est levée. Toute la salle avait aimé. Aujourd'hui, je vous ai vu prendre ces rubans. Je t'ai filmé, je te signale, ça sera sur les... Oui, tu manipules très bien. Aujourd'hui, vous avez non seulement fait lever chacun, mais vous les avez fait danser avec vous. Vous les avez partagés avec eux. Tous ensemble. C'est le ensemble. Je me rappelle, avec Axel Kahn, quand il a très gentiment demandé de participer, et je pense au STAP. Hugues, tu vois ce que je veux dire. Il y a 8-9 ans, avec Axel Kahn, nous avons créé une formation des personnes vivant avec un handicap avec Richard Fernandez et un certain nombre de personnes pour apprendre à ceux qui devaient enseigner plus tard. Et ça a été merveilleux. Axel Kahn nous avait ouvert le STAP de la rue de Vaugirard. Et ça a été fantastique. C'était le début. Mais moi, je ne connaissais pas. Alors, le fait de rentrer dans ces locaux, de voir tout adapté, tous ces outils, tous ces moyens qu'il y avait, ont été fantastiques. Ça m'a allumé une lumière en disant, eh bien, il faut qu'on travaille ensemble. D'où est né? On savait peut-être déjà, probablement, que ce serait nous qui serions pour les Jeux Olympiques en 2024. Mais il fallait qu'on travaille tous ensemble pour motiver tout le monde. Aujourd'hui, c'est un point de départ. C'est le point de départ de vous tous. Mireille, quand on a travaillé ensemble, vous nous disiez que
ça allait être difficile, que les gens seraient de temps en temps un petit peu rétifs. Eh bien non. Je vais vous dire ce que vous avez écrit et gravé dans le marbre, parce qu'il a été fait par et pour les personnes vivant avec un handicap, et c'est sa première solidité. Nelson Mandela nous disait que la souffrance humaine partait de 3 choses essentielles. La première, la discrimination, c'est-à-dire ne pas être reconnu comme un citoyen à part entière. La deuxième, l'injustice, de ne pas avoir droit au droit commun, parce qu'il n'est pas accessible ou pour d'autres raisons. Et la troisième, c'est la solitude subie. Alors aujourd'hui, vous nous avez montré que faire du sport ensemble, que d'être acteur d'une compétition, mais acteur d'une démonstration, fait qu'il n'y a pas de discrimination possible avec le sport. Et c'est vos valeurs. Il n'y a pas d'injustice, parce que tout le monde doit pouvoir aller partout. Et il n'y aura plus de solitude subie, parce qu'on sera ensemble. Je voudrais vous remercier. Merci Yves. Merci tous ceux qui ont collaboré. Merci à Pierre Denisio d'être là. Nous allons avoir besoin de toi. Parce que Pierre, tu sais, ce qui a permis aujourd'hui de développer une autre charte, ça a été son évaluation. Parce que tout le monde en entendait tous les trimestres parler. Et que ça devenait insupportable de ne pas agir. Eh bien, il faudra ensemble que cette charte soit évaluée par les personnes vivant avec un handicap et par ceux qui les entourent. Ça sera le seul moyen de répondre aux souffrances décrites par Mandela et que tout le monde soit dans la vraie vie. Merci. Merci Pascal pour ce très beau discours qui montre bien l'esprit de cette charte et puis l'esprit de ton action depuis des années et des années dans le monde du handicap et notamment dans l'accès aux soins avec Handifaction et Handidactique, qui est une autre charte, la charte Romain Jacob, que je vous invite aussi à découvrir si vous ne la connaissez pas. Et puis, je remercie également Pierre Denisio d'être parmi nous pour la région Île-de-France. La région Île-de-France a participé dès la première réunion, je pense, à l'élaboration de cette charte, avec Frédéric Flechner, que je remercie ici, avec Karim Ben-Korba, qui est chef du service sport à la région Île-de-France. Et je laisse la parole à Pierre Denisio, conseiller régional et délégué spécial à la promesse républicaine au handicap et à l'accessibilité. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Alors, j'ai pas du tout le talent de Pascal. Alors, c'est très difficile, j'aurais préféré qu'il passe après moi, je passe après lui. Très difficile de passer après lui, en tout cas. Je le remercie de sa confiance. Je le remercie d'associer, d'avoir toujours ce souci d'associer eh bien, les collectivités pour toujours mieux faire. Donc merci Pascal. Et puis je remercie l'Espace Éthique à travers vous pour eh bien, cette initiative et puis de m'avoir invité aujourd'hui. Alors moi j'ai écrit mon texte pour essayer de vous faire part un petit peu de l'état d'esprit que nous avons à la région, que je suis heureux de représenter aujourd'hui. Notre pays tout entier se prépare à accueillir des milliers de sportifs qui vont concourir sur notre territoire. Et il est nécessaire de s'interroger sur la place des personnes en situation de handicap dans des événements sportifs d'une telle envergure, de l'espace qui leur est accordé pour qu'elles aussi puissent participer et se sentir concernées,
parce que les Jeux olympiques et paralympiques représentent vraiment l'occasion idéale pour contribuer à une avancée significative et durable des pratiques sportives des personnes handicapées. Alors c'est très intéressant de s'interroger avec une exigence éthique sur le sport et le handicap. Peut-être c'est quoi le sport? Le sport, il est né de la nécessité d'entretenir et d'entraîner des corps valides de soldats robustes en Mésopotamie. Le sport s'est donc développé pour des bien portants et même pour qu'ils deviennent mieux portants. Et cet essor du sport dans l'Antiquité va conduire les activités physiques à devenir sous Rome aussi l'occasion de spectacles, bien sûr, et puis de présenter le sens du beau, de présenter pour une société les canons physiques idéaux d'une société. Du sport pour jouer aussi entre hommes, entre adultes, et puis pour faire spectacle, pour donner un spectacle. Autant dire que les Mésopotamiens, les Grecs, les Romains, en situation de handicap, étaient tenus loin des activités sportives, car renvoyés à des considérations superstitieuses, fonctionnelles ou utilitaristes qui les laissaient très loin du sport et très loin de la vie de la cité. Idem au Moyen-Âge, idem aux Renaissance, et même lorsque le siècle des Lumières, avec Diderot, tentera de faire valoir l'égalité des esprits entre tous, le sport n'est pas un sujet de préoccupation, ni pour la Belle Épée, ni pour Valentin Huy. Notre histoire a donc inscrit le sport dans des codes très normatifs pour des personnes répondant à des normes bien précises. Le beau, l'idéal, mais aussi le normal. Et puis la performance aussi. Situs, altus, fortus, plus loin, plus haut, plus fort. Une vision utilitariste et performative du corps qui laisse peu de place au corps diminué, déficient ou en tout cas différent. C'est avec l'évolution du regard de la société sur le handicap que les activités physiques vont enfin s'ouvrir. L'infirmité n'est plus une malédiction, mais la résultante d'une biologie particulière, parce qu'on connaît mieux la biologie, ou bien la résultante de séquelles de guerre ou du travail. Le handicap devient donc un enjeu de solidarité et même de recherche de réparation, de rééducation, de réadaptation. Et ce n'est pas un hasard, Muriel, tu le sais, si c'est un neurologue qui, à Stoke-Mandeville, Sir Ludwig Guttmann, va trouver par le sport le moyen d'accélérer le rétablissement des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi que naîtront les Jeux paralympiques, des Jeux paralympiques qui légitimeront la pratique du sport par les personnes handicapées. 1948. Imaginez-vous à l'échelle de l'histoire du sport. Aujourd'hui, l'accès au sport pour les personnes handicapées est devenu un champ de conquête des droits ou de l'égalité des droits qui reste pourtant à investir. D'ailleurs, le droit légal, le droit légiféré à l'accès au sport n'existe pas en tant que tel. Il y a le droit au logement, le droit à la scolarisation en milieu ordinaire, le droit au travail, le droit à l'accès aux soins. Ces droits dont on peut discuter de l'effectivité sont dits cependant fondamentaux. Mais la vision que nous portons, nous, acteurs de la cause du handicap, n'est pas une égalité des droits à minima, une égalité des droits circonscrite à des domaines soi-disant vitaux ou fondamentaux. Quelle drôle d'idée que d'hiérarchiser les droits ou d'en rendre certains optionnels. Une société ne peut prétendre à la liberté, à l'égalité et à la fraternité si elle ne souhaite pas garantir aux personnes handicapées, s'il ne souhaite garantir aux personnes handicapées qu'un toit, des soins d'hygiène et de la nourriture. L'égalité, c'est bien autre chose. L'égalité des droits ne suppose donc pas de choix dans cette égalité que le plus grand nombre ferait pour un segment de la population. L'accès au sport est donc symbolique de l'égalité qu'il nous reste à conquérir, nous, personnes handicapées. Une égalité qui n'est pas écrite dans la loi et qui doit encore se forger dans l'esprit des autres. L'accès au sport, c'est le droit de connaître son corps, d'en connaître les capacités, les limites. C'est pouvoir et vouloir se dépasser, dépasser les autres, se mesurer. C'est aussi faire avec son corps, ne plus en faire un objet médical, un objet de préoccupation, de déception, mais un corps en mouvement, un esprit en mouvement qui fait avec ses moyens et qu'on pousse à faire mieux. Le sport, c'est aussi avoir une vie sociale, faire autre chose que de travailler ou d'étudier. C'est la possibilité de se faire des amis, c'est rencontrer, c'est sortir de chez soi, c'est subir la déception, ressentir la joie, mais aussi le goût de la victoire. En fait, personne ne devrait avoir le droit d'être privé de ce que le sport apporte.
Et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent vaut également pour la culture et pour la pratique culturelle, évidemment. La charte qui a été rédigée propose de baliser le chemin qui conduit à l'égalité de ces droits. Le respect et la dignité des personnes concernées en étant le pavement. Le libre choix, le meilleur accueil, l'accessibilité physique et organisationnelle des événements, comme de la pratique ordinaire, l'inconditionnalité absolue de l'accès au sport sont des éléments essentiels. La région Île-de-France est attentive à ces marqueurs d'une vraie politique de sport pour tous et par tous, comme tu le disais, Pascal, par tous et pour tous. C'est notre responsabilité, la responsabilité de toutes les collectivités territoriales d'ailleurs. Partant du principe que la politique vise au bien commun, le sport est un bien commun, alors il doit être accessible à tous. C'est pourquoi très concrètement, nous soutenons financièrement, en tant que région, le développement du handisport et du sport adapté. Nous finançons donc les ligues de sport adapté et handisport à la même hauteur. Nous incitons les clubs ordinaires par des bonus financiers. La carotte, ça marche aussi parfois, à développer une pratique plus ouverte de leur discipline. Et nous exigeons dans nos financements de rénovation d'équipements sportifs leur mise en accessibilité. Nous veillons à ce que tous les nouveaux équipements que nous finançons répondent à leurs obligations d'accessibilité, évidemment, mais l'accessibilité n'est pas que physique, elle est aussi organisationnelle, humaine et relationnelle, et c'est pourquoi nous participons à la formation des éducateurs sportifs et aux pratiques sportives adaptées. Et puis nous voulons donner à voir ces sports et ces sportifs qui n'ont pas à être confidentiels. C'est ainsi que plusieurs parasportifs sont rémunérés pour être ambassadeurs du sport et vont porter témoignage dans nos lycées, notamment des valeurs qui les animent et de leur passion dans laquelle ils s'épanouissent. Donner à voir aussi en accompagnant les grands événements handisport et sport adapté franciliens, comme le tournoi de boccia qui aura lieu ce jeudi dans ma bonne ville de Boulogne-Billancourt et auquel vous êtes tous invités. Et évidemment, j'ai presque fini, vous êtes bientôt libérés de mes mots, un soutien particulier de la région à l'organisation des Jeux paralympiques de Paris 2024. Pour rappel, l'Île-de-France est la collectivité qui finance le plus cet événement. J'aime le redire. Et en tout cas, nous sommes en parfaite ligne avec le COJOP pour tirer de cet événement un héritage matériel et immatériel très fort sur les questions de handicap. J'ai parlé d'héritage immatériel, c'est ce que certains appellent le changement de regard sur le handicap. Je ne sais pas si j'ai envie qu'on change de regard, j'ai surtout envie que ce soit l'état d'esprit qui change. État d'esprit des personnes handicapées et de leurs familles qui ne doivent plus s'autocensurer et doivent se sentir attendus et bien accueillis dans le sport. Et puis changement d'état d'esprit des personnes ordinaires qui, devant les exploits sportifs de sportifs extraordinaires, pourront déconstruire de mauvaises représentations du handicap et des personnes différentes. Typiquement, une personne ordinaire qui regarde des exploits de sportifs extraordinaires va tout de suite déconstruire l'idée que le handicap est simplement lié à la fragilité. Il n'y a qu'à voir un match de basket fauteuil où une personne aveugle qui descend à 80 km/h des pistes de ski. C'est très efficace pour déconstruire certains clichés sur le handicap. En tout cas, merci pour cette charte, merci pour cette ambition, ces ambitions que nous partageons, des ambitions désormais à partager avec le plus grand nombre. Moi, je crois aux vertus du sport pour changer la conscience d'une société et puis la faire cheminer vers plus d'égalité. Alors pour tout ce travail, bravo, bravo. Nous allons continuer de suivre le déploiement de cette charte. Tu sais pouvoir compter sur moi et sur la présidente du conseil régional. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Vive le sport, ça c'est le minimum. Vive le sport pour tous, c'est beaucoup mieux. Merci à tous. Merci de votre soutien et de votre intervention. Effectivement, on se situe dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques, mais surtout de l'héritage.
C'est-à-dire quelles sont les infrastructures mises en place et ensuite, quand une personne vient frapper à la porte d'un club sportif de proximité, comment on l'accueille, comment on l'accompagne? Est-ce que les personnes sont formées? Est-ce qu'elles sont sensibilisées? Quelles pratiques on va lui proposer? Et c'est ça aussi qui compte, et vous l'avez souligné, je pense que c'est très important, en tout cas c'est notre démarche. Et maintenant, c'est notre responsabilité aussi de faire vivre cette charte, que ça soit à un niveau institutionnel, mais aussi peut-être en prolongeant un groupe de travail, en organisant des événements, et puis surtout en diffusant, chacun d'entre vous ici, cette charte sur le terrain, dans les lieux de pratique sportive. Voilà. Dans les lieux de formation, on en a parlé avec les STAPS, dans les établissements médico-sociaux où on fait des activités sportives également. Et cette charte, il faut qu'elle vive et il faut qu'elle soit un outil d'échange et de discussion. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, mais cet outil d'échange et de discussion, il ne faut pas se dire qu'on la prend pour argent comptant comme ça. Mais quand soudainement on se dit le sport c'est pour promouvoir l'autonomie des personnes, et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'autonomie en fonction des personnes, en fonction des types de handicap, en fonction des types de structures, qu'est-ce que c'est de promouvoir l'autonomie, de favoriser l'autonomie? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser chacun dans son établissement, dans son école, dans son diplôme universitaire, dans son master, etc., pour entamer le dialogue. Donc maintenant, c'est notre responsabilité à tous dans cette salle et aussi ailleurs de faire circuler cette charte et surtout de s'en servir comme un outil de dialogue. Voilà.